En 3 jours à peine, la Jamaïque a vu son calme se muer en ondes politiques d'une intensité peu commune. Un discours sans prompteur, porté par Ibrahim Traoré, a suffi pour fissurer la façade protocolaire d'un État longtemps habitué au silence confortable et aux prudences calculées. Comment un dirigeant venu du Sahel a-t-il pu réveiller, à des milliers de kilomètres, les consciences d'une île que l'on disait résignée et ramener la vérité au centre de la scène? Ce soir-là, à Kingston, les projecteurs attendaient un exposé ordinaire. Ils ont reçu une déflagration morale capable d'aimanter caméras, rues et débats. Le discours de Kingston n'a pas seulement secoué une salle de conférence, il a déplacé la ligne invisible entre la diplomatie et la conscience. Car derrière les micros et les drapeaux, Ibrahim Traoré portait une promesse implicite, celle que la vérité pouvait redevenir un langage politique légitime. La portée de ces mots dépassait le Sahel, atteignant les cœurs d'une île caribéenne fatiguée de l'hypocrisie, mais avide de cohérence. Ce moment suspendu contenait 2 risques immenses. Pour la Jamaïque, perdre la face; pour le Burkina Faso, défier l'ordre établi. Mais dans ce risque sommeillait un espoir rare, qu'un simple discours devienne le miroir d'un continent et le levier d'un autre. Le pari était clair: si les peuples entendaient avant les chancelleries, alors le jeu du pouvoir changerait de centre de gravité. Et c'est ce pari-là, fragile mais contagieux, qui allait donner à cette crise sa véritable dimension, celle d'un affrontement entre l'orgueil d'un État et la lucidité d'un peuple. Tout a commencé par un choc de chiffres et d'images. En moins de 72 heures, plus de 20 000 personnes avaient descendu les rues de Kingston, alors qu'à Ouagadougou, les radios locales diffusaient en boucle les mots d'Ibrahim Traoré. C'était la première fois qu'un discours venu d'Afrique renversait la courbe d'opinion d'un pays caribéen. Un basculement mesurable, mais avant tout moral. Ce moment, que certains ont appelé un révélateur, montrait que la crise n'était pas née d'un affront, mais d'un miroir tendu. Le président burkinabé n'avait ni menacé ni insulté. Il avait simplement dit tout haut ce que tant d'autres disaient à voix basse. Dans la salle comble du centre de conférence, les visages d'abord figés par la courtoisie diplomatique s'étaient durcis. Les caméras, d'ordinaire focalisées sur les symboles protocolaires, cherchaient désormais la vérité dans les regards. Puis, lentement, les phrases de Traoré franchissaient les murs. Des ministres au public, des micros au marché. Les ondes jamaïcaines diffusaient un ton qu'elles ne connaissaient plus, celui de la franchise nue. Et cette sincérité, devenue rare dans le discours international, agissait comme une onde de choc transcontinentale. Les chancelleries y virent d'une provocation, les peuples une délivrance. Les éditorialistes parlaient de ingérence, mais les citoyens entendaient libération. Car derrière les titres, une dynamique silencieuse s'enclenchait. Les consciences se réveillaient, les mots circulaient, les certitudes vacillaient. Ce que l'on croyait être une dispute diplomatique devenait, à mesure des heures, un phénomène social. La Jamaïque redécouvrait le pouvoir de la parole publique, le Sahel, celui de son écho moral. En 3 jours, l'équilibre s'était inversé. Le pouvoir parlait de souveraineté, la rue parlait de dignité. Et au centre de cette inversion, Ibrahim Traoré apparaissait non plus comme un provocateur, mais comme le catalyseur d'un dialogue planétaire sur la vérité et la responsabilité. Dans les rues de Kingston, les premiers à reprendre les mots d'Ibrahim Traoré n'étaient ni diplomates ni militants, mais des citoyens ordinaires. Un chauffeur de taxi, un étudiant, une mère de famille, chacun répétait à sa manière cette phrase devenue refrain. La vérité ne s'excuse pas. C'est à travers eux que le discours a cessé d'appartenir à un dirigeant pour devenir une expérience partagée. Les radios locales diffusaient des extraits, les marchés en faisaient des proverbes, et les églises murmuraient ces mots comme une prière laïque. Un tel mouvement ne s'improvise pas. Il naît d'un vide, celui d'une génération habituée à l'impuissance politique. Quand la parole publique ne répare plus, le courage d'un seul peut rallumer la confiance de milliers. Traoré, sans le savoir, avait ouvert une brèche, celle où l'honnêteté devient contagieuse. Les ONG, longtemps ignorées, ont senti un souffle nouveau. Leur rapport sur la corruption, oublié depuis des années, retrouvait soudain audience. Le peuple jamaïcain, en écoutant un président africain parler de dignité,
reconnaissait sa propre soif de justice. C'est ainsi que le véritable effet domino s'est enclenché. Chaque phrase prononcée à Kingston réveillait ailleurs le souvenir d'une promesse trahie. Et ce choc d'écho tissait une solidarité inattendue entre le Sahel et les Caraïbes. Une journaliste locale l'a résumé en une ligne. Ce n'est pas un discours africain, c'est une leçon humaine. Ainsi, dès les premières heures, la crise diplomatique se mua en miroir moral. Et dans ce reflet, la Jamaïque découvrait que la fierté nationale n'est pas blessée par la vérité. Elle s'y reconstruit. Tout est parti d'une phrase. Quand Ibrahim Traoré, à Kingston, déclara que la souveraineté n'est pas un bouclier contre la vérité. Le silence qui suivit fut plus éloquent que tous les discours officiels. Les caméras restèrent figées, les conseillers se consultèrent, et dans les couloirs, la tension s'épaissit. Quelques heures plus tard, le Premier ministre jamaïcain Andrew Holness convoqua la presse et posa un ultimatum. 48 heures pour que le président burkinabé retire ses mots. Mais l'effet fut inverse. Les journaux titraient « La vérité contre l'orgueil » et les réseaux sociaux s'enflammèrent. En quelques heures, l'île tout entière vibrait d'une question simple. Qui a vraiment offensé qui? Les jours suivants furent une déferlante. Des étudiants descendirent dans les rues, des pancartes s'élevèrent « Truth needs no apology »,« Apology, no accountability ». Les foules chantaient, tapaient sur des tambours, sans violence mais avec une détermination tranquille. En 3 jours, plus de 20 000 manifestants étaient recensés à travers le pays. Les radios de rue diffusaient en boucle des extraits du discours de Traoré. Les débats se multipliaient dans les universités et les églises, tandis que la diaspora jamaïcaine, à Londres et Toronto, lançait des collectes pour soutenir la contestation pacifique. Les éditorialistes, d'abord critiques, commencèrent à s'interroger. Et si ce discours venu d'Afrique n'était pas une offense, mais une délivrance? Holness, piégé entre la colère institutionnelle et la ferveur populaire, vit son autorité s'effriter. Ses propres députés murmuraient « Il a simplement dit tout haut ce que tout le monde sait ». La crise d'ego se transformait en crise d'État. Au-delà des frontières, le retentissement fut immédiat. À Ouagadougou, le nom de la Jamaïque revenait sur toutes les lèvres. Dans les médias africains, on parlait de diplomatie insoumise. Les chancelleries occidentales observaient, inquiètes, la naissance d'un nouveau ton venu du Sud global, franc, abrupt, mais profondément humain. Les chiffres parlaient d'eux-mêmes. En une semaine, le mot-clé Traoré Kingston Speech dépassait 1,2 million de partages sur les réseaux. La dynamique ne relevait plus du scandale, mais du symbole. Les artistes jamaïcains écrivaient des chansons, les enseignants citaient des passages du discours en classe, et les prêtres l'intégraient dans leurs homélies sur la justice. Le choc initial s'était métamorphosé en respiration collective. Chaque minute ajoutait une strate de sens. Un peuple s'éveillait et un président africain devenait, malgré lui, le catalyseur d'une révolution morale. La tempête médiatique s'estompa, mais la secousse intérieure demeura. La Jamaïque n'était plus seulement un pays blessé dans son orgueil, elle devenait une société en introspection. Et dans ce basculement, Ibrahim Traoré cessait d'être un étranger. Il incarnait la voix que chacun croyait avoir perdue. Avant le discours d'Ibrahim Traoré, à Kingston, moins de 12% des Jamaïcains déclaraient faire confiance à leurs institutions selon une étude locale. 3 jours après l'ultimatum du Premier ministre Holness, ce chiffre bondissait à 37%, non pas envers le pouvoir, mais envers leur propre capacité d'action. C'est cette différence entre résignation et réveil civique qui traduit l'ampleur de l'événement. La parole d'un étranger n'avait pas fragilisé une nation, elle lui avait rendu la conscience d'elle-même. Entre le premier et le 5e jour, les messages contenant le mot-clé du discours ont connu une croissance spectaculaire, selon une analyse des médias jamaïcains. Une amplification comparable à celle observée lors des grandes mobilisations caribéennes d'il y a quelques années. Mais ici, la nature du contenu différait. Pas de revendications sectorielles, pas de colère identitaire. Un appel transversal à la cohérence politique. Les vidéos de la conférence, filmées sur des téléphones tremblants, cumulaient des millions de vues en une semaine. Et parmi les commentaires, une constante. L'idée que la vérité, dite sans filtre, valait plus qu'une diplomatie polie. Dans les rédactions, le ton a changé, de la condamnation initiale à l'analyse.
Un grand journal local publia un éditorial qui interrogeait ce qu'un miroir venu d'Afrique renvoyait à la Jamaïque. L'audience moyenne des émissions politiques a doublé, signe d'un retour massif de l'intérêt citoyen. Les journalistes, autrefois confinés aux communiqués officiels, se mirent à interroger des voix anonymes. Et ces voix parlaient de responsabilité, de transparence, de courage. L'émotion populaire s'était traduite en questionnement collectif, un signe mesurable d'évolution démocratique. Le tourisme, censé souffrir d'une crise d'image, a au contraire progressé selon les chiffres officiels. L'explication ? L'île était sous les projecteurs, mais d'une lumière nouvelle, celle d'un peuple debout. Les agences étrangères parlaient désormais d'une nation en renaissance morale. L'économie informelle, elle aussi, profitait d'un regain de confiance. Des campagnes locales de dons finançaient la rénovation d'écoles, la réouverture d'hôpitaux. Ce sursaut social avait valeur d'indicateur. La dignité pouvait avoir un impact économique tangible. Ces chiffres racontent une histoire. La vérité a produit des effets qu'aucune campagne gouvernementale n'aurait pu acheter. Le discours de Traoré a déplacé l'axe d'une nation, non par contrainte, mais par conviction. Et dans ce glissement, quelque chose d'inerte s'est remis à battre, la croyance que la sincérité politique peut encore transformer le réel. Deux visions du monde se sont affrontées à Kingston. La première, portée par le gouvernement, affirmait que la diplomatie repose avant tout sur la forme. Un État se juge à sa capacité de préserver l'honneur national, même face à une critique juste. La seconde, défendue implicitement par Ibrahim Traoré, soutenait que la vérité n'a pas besoin d'être polie pour être légitime, qu'un discours sincère vaut mieux qu'une politesse mensongère. Les deux camps avaient leur logique, leurs chiffres, leur soutien. Pour Kingston, laisser passer les mots de Traoré sans réaction aurait créé un précédent dangereux. Reconnaître une critique étrangère équivalait à admettre une faiblesse. Dans cette optique, l'ultimatum de 48 heures n'était pas une impulsion, mais une stratégie de défense symbolique. Les conseillers du Premier ministre affirmaient que la souveraineté ne s'excuse jamais et que reculer devant un dirigeant du Sud affaiblirait la stature internationale de la Jamaïque. Ce point de vue, cohérent dans la logique protocolaire, repose sur la peur du vide, celle de paraître petit dans un monde où les puissances dictent encore la hiérarchie morale. Face à cette rigidité, les défenseurs de Traoré opposaient un principe simple. Un État ne perd rien à écouter, il perd tout en mentant. Pour eux, la véritable force d'un pays réside dans sa capacité à affronter la vérité, même si elle vient d'ailleurs. Les manifestations pacifiques, les collectes citoyennes, les débats spontanés dans les universités démontraient que cette posture n'était pas idéologique, mais organique. Elle émergeait du bas, des consciences réveillées, non des institutions. Le stillman de cette crise, c'est que les deux avaient de raison, mais à des échelles différentes. Le gouvernement défendait la dignité formelle, le peuple réclamait la dignité réelle. Et entre ces deux définitions du mot « honneur », la société jamaïcaine redécouvrait la puissance d'un dialogue qu'on croyait impossible. Ibrahim Traoré n'avait pas vaincu Holness, il l'avait forcé à regarder son propre peuple. Lorsque Ibrahim Traoré répondit calmement depuis Ouagadougou, la vérité ne se plie pas au délai, le ton du monde changea. En 8 mots sobres, il inversa la dynamique de pouvoir. L'ultimatum jamaïcain devint le symbole d'une peur institutionnelle face à la transparence. Les chancelleries voulaient clore un incident. Elles venaient d'ouvrir un chapitre moral. À Kingston, cette réplique résonna comme un coup de tonnerre silencieux. Les écrans se divisèrent. Deux visages, deux mondes. D'un côté, un chef de gouvernement irrité. De l'autre, un président africain sans notes, sans colère, mais armé d'une conviction tranquille. Ce contraste, capté en direct par des millions de spectateurs, transforma une tension bilatérale en débat planétaire. Les analystes parleront plus tard de ce moment comme d'un tournant décisif. Le moment où la Jamaïque cessa d'accuser et commença à réfléchir. L'émotion publique, jusque-là réactive, devint introspective. Et dans ce silence tendu, une idée s'imposa, que le courage diplomatique ne se mesure pas à la riposte, mais à la capacité d'écouter. Ce jour-là, la vérité n'avait pas triomphé par la force, mais par la constance. Sous la pression publique, le Parlement jamaïcain convoqua une commission d'enquête sur la transparence budgétaire, la première en 17 ans.
Les débats furent diffusés en direct, et plus de 68% des téléspectateurs déclaraient s'y être intéressés, un record historique. Ce simple chiffre révélait un basculement. La politique redevenait un sujet d'attention civique. Pour le gouvernement, ce fut un paradoxe. En tentant de défendre son honneur, il avait relancé l'exigence de probité qu'il redoutait. Les rapports publics furent rendus accessibles en ligne, et plusieurs ministres furent rappelés à l'ordre. Le pouvoir, ébranlé, redécouvrait la vertu de l'examen. Le monde des affaires, d'abord silencieux, saisit vite l'opportunité morale. Les chambres de commerce lancèrent une campagne intitulée « L'intégrité est une bonne affaire », soutenue par plus de 300 entreprises locales. Les exportations jamaïcaines vers l'Afrique, notamment le cacao et les produits culturels, augmentèrent sensiblement au trimestre suivant. Les investisseurs étrangers, loin de fuir, saluèrent la résilience civique du pays. Pour la première fois depuis des années, la croissance trimestrielle dépassa un seuil significatif. Cette redynamisation économique montrait que la transparence, souvent perçue comme un risque, pouvait devenir un capital. Dans les quartiers populaires, les conséquences furent plus profondes encore. Des collectes citoyennes financèrent la rénovation d'écoles abandonnées, des hôpitaux rouvrirent partiellement grâce à des dons spontanés. Les médias parlaient d'une économie de réparation citoyenne. Des milliers de Jamaïcains participèrent à des forums publics où l'on débattait de responsabilité, d'éducation et de vérité. Une infirmière déclara « Je ne sais pas qui est cet homme d'Afrique, mais il m'a rappelé pourquoi je soigne. » Ces paroles simples témoignaient d'une mutation. La citoyenneté redevenait active. La jeunesse, en particulier, s'empara du thème de la cohérence politique comme d'un étendard générationnel. À l'échelle régionale, l'écho dépassa les frontières. À Port of Spain, Bridgetown ou Castries, des mouvements civiques se réclamèrent de ce moment décisif. Des étudiants caribéens brandissaient des pancartes. Plus de mensonges polis. Le discours d'Ibrahim Traoré, traduit en plusieurs langues, circulait sur les radios communautaires. En moins de 2 semaines, il devint un repère moral dans tout le bassin caribéen. Les chancelleries régionales prirent acte. La voix venue du Sahel avait ouvert une brèche dans la diplomatie post-coloniale. Ainsi, à travers les chiffres, les gestes et les mots, la Jamaïque découvrit qu'une crise d'honneur pouvait devenir un laboratoire de lucidité. Et dans ce processus, Ibrahim Traoré ne fut pas seulement un invité de passage. Il devint, pour une génération entière, la preuve vivante que la vérité, dite sans haine, pouvait refonder un pays. 6 mois après, la Jamaïque s'est stabilisée, mais dans un équilibre fragile. Les commissions parlementaires publient des rapports, certaines promesses se concrétisent, d'autres s'enlisent. Le gouvernement adopte un ton plus mesuré, cherchant à capitaliser sur l'image d'un État réformiste. Mais la fatigue citoyenne guette, la ferveur des débuts s'érode, les réseaux sociaux se divisent entre sceptiques et idéalistes. Dans ce contexte, le discours d'Ibrahim Traoré demeure une référence, mais risque de se transformer en souvenir symbolique plutôt qu'en moteur politique. Pourtant, un avenir plus lumineux reste possible. Si la dynamique civique se maintient, la crise pourrait devenir fondatrice. Sous la pression populaire, le Parlement pourrait voter une loi de transparence totale des dépenses publiques. Les médias retrouveraient alors leur rôle critique. Les écoles introduiraient aussi des cours sur la responsabilité citoyenne et les jeunes participeraient à des conseils locaux. La coopération entre Kingston et Ouagadougou s'intensifierait, échanges culturels, forums de jeunesse, jumelage de communes. Dans cette hypothèse, cette crise entrerait dans l'histoire comme le moment où un dirigeant africain inspira une réforme caribéenne. Le pays changerait lentement, mais profondément. La dignité deviendrait une politique, non plus un slogan. Mais un chemin plus sombre est aussi envisageable. Humilié par la médiatisation internationale, le pouvoir pourrait se replier sur lui-même. Les manifestations seraient découragées, les ONG surveillées, les journalistes menacés. Les investisseurs s'inquiéteraient, le tourisme reculerait et le climat civique s'assombrirait. La Jamaïque, croyant se protéger, s'isolerait, tandis que la vérité qu'elle voulait étouffer reviendrait sous d'autres formes, méfiance, ironie, désenchantement. Ce scénario du repli moral transformerait la parole en tabou et la transparence en danger.
Entre ces routes, la clé réside dans un choix collectif. Accepter que la vérité n'est pas une arme, mais un miroir. Ibrahim Traoré l'a démontré sans théorie. Un dirigeant peut déclencher une réforme à l'étranger simplement en parlant juste. La question n'est donc plus que faire, mais comment continuer à écouter. Au-delà des institutions et des chiffres, la crise de Kingston touche d'abord les consciences, car ce qu'Ibrahim Traoré a réveillé ne se mesure ni en loi ni en rapport. C'est une mémoire morale, celle qui relie la parole à la dignité. Chaque spectateur de cette séquence, qu'il soit jamaïcain, africain ou simple témoin en ligne, y retrouve une même question. Qu'aurais-je fait à sa place? Pour les citoyens ordinaires, cette histoire rappelle qu'un peuple n'a pas besoin d'un micro pour se faire entendre. Il suffit d'un écho juste, répété 1000 fois, pour fissurer le silence. Participer à un débat, soutenir un média indépendant, enseigner à ses enfants que la vérité ne se craint pas, ce sont là des gestes simples, mais durables. Pour les jeunes, la leçon de Kingston n'est pas une morale, c'est une invitation. Dire, vérifier, persévérer. L'engagement civique ne demande pas d'autorisation. Il commence dans les mots, se poursuit dans les actes. Créer un forum, filmer un témoignage, oser questionner, voilà comment la responsabilité devient contagieuse. Pour la diaspora et les observateurs étrangers, le cas jamaïcain révèle une évidence. Quand un peuple retrouve sa voix, il parle aussi pour ceux qui l'ont perdue. La vérité traverse les océans mieux que les communiqués diplomatiques, et dans ce flux silencieux, chacun peut choisir, amplifier le bruit ou nourrir le sens. En fin de compte, la crise de Kingston n'a pas seulement redonné la parole à une île, elle a rappelé au monde que le courage est un bien public. Transformer une émotion collective en politique durable exige une méthode claire. La Jamaïque, à la suite de ce moment, possède désormais une fenêtre étroite mais réelle pour consolider ce réveil civique. Dès le premier trimestre, il serait possible de publier en ligne toutes les dépenses gouvernementales, actualisées chaque mois. Un simple tableau peut devenir un miroir national. Ensuite, organiser des rencontres régulières réunissant élus, ONG, enseignants et commerçants permettrait de confronter promesses et bilans dans un cadre sûr et ouvert. Adopter un cadre juridique garantissant le financement indépendant des médias critiques renforcerait la presse libre, essentielle à toute réforme. Accorder une place à un représentant étudiant dans chaque conseil municipal serait un geste symbolique, mais formateur. Enfin, calculer chaque année un indice national d'intégrité publique mesurerait non la faute, mais le progrès. Plus la transparence augmente, plus la défiance recule. Dans chacune de ces étapes, l'esprit d'Ibrahim Traoré demeure. Dire, vérifier, persévérer. Car un peuple qui apprend à se mesurer lui-même n'a plus besoin d'ultimatum. Il construit sa vérité. Lorsque la poussière de Kingston est retombée, il ne restait ni slogan ni micro ouvert, seulement une rumeur calme, obstinée, qui continuait de circuler dans les rues. Les mêmes voix qu'au début, celles du chauffeur de taxi, de l'infirmière, de l'étudiant, répétaient encore les mots simples qui avaient tout déclenché. La vérité ne s'excuse pas. Ce refrain, jadis murmuré sur les marchés, était devenu le symbole d'une maturité nouvelle. Les gens ne parlaient là plus de crise, mais de conscience. Ils comprenaient désormais qu'un discours ne change pas le monde s'il ne change pas d'abord les regards. Dans les églises, les écoles, les stations de bus, le nom d'Ibrahim Traoré n'était plus scandé. Il était évoqué avec gratitude, comme un rappel d'honnêteté. Un homme venu d'ailleurs avait ravivé ce que chaque peuple possède déjà, la faculté de se regarder en face. La Jamaïque, en retrouvant sa voix, avait redonné sens à la dignité. L'histoire de Kingston ne s'achève pas dans les salles de conférence, mais dans le murmure quotidien de ceux qui ont entendu. Ce jour-là, une île a compris que la vérité, dite sans haine, pouvait unir plus sûrement que la peur. Et depuis, quelque chose a changé dans la manière dont les peuples du Sud se regardent, non plus comme des victimes du monde, mais comme ses gardiens moraux. Ibrahim Traoré n'a pas seulement parlé à la Jamaïque, il a rappelé à chacun que le courage n'a pas de passeport, que la dignité d'un peuple se mesure à sa capacité d'écouter sans se renier. Le moment restera comme une leçon tranquille. La diplomatie peut échouer, mais la parole juste ne meurt jamais. Alors que les caméras se sont éteintes et que les drapeaux ont été repliés, une question demeure,
suspendus entre deux continents. Et si la vérité, au lieu de diviser les nations, devenait enfin leur langage commun ?